En Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié depuis 2012 une série de réformes et de projets pour améliorer la mobilité urbaine dans la métropole du pays. À Abidjan, ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone avec ses 4,3 millions d'habitants, deux grands corridors structurants, nord-sud et est-ouest, ont été identifiés pour la construction de transports collectifs de masse d'ici 2025. Cette initiative vise à relier les zones fortement peuplées telles que Abobo et Yopougon aux principaux pôles d'activité, comme le plateau et Adjamé, tout en améliorant l'efficacité du système de transport public. Pour la réhabilitation du réseau routier existant, on a assisté à la construction et ou au bitumage de plusieurs routes ou sections de routes, dont la Y4, l'extension de l'autoroute Saint-Grobo à Bouaké, la construction de l'autoroute de Grand Bassam, la construction de nombreux ouvrages, dont le 3e, le 4e et le 5e pont. L'un des projets phares est la mise en place de la ligne 1 du métro Nord-Sud, reliant Abobo à Port-Boué. Ce projet est complété par le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, qui inclut la création d'un bus rapide transit sur l'axe Est-Ouest reliant Yopougon à Mégerville. Cofinancé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement, le PMUA vise à améliorer l'accessibilité économique et sociale tout en réduisant le temps de trajet de 3 heures à 45 minutes pour les usagers du BRT. Les investissements globaux pour le PMUA s'élèvent à environ 482,6 millions d'euros, incluant une contribution significative du secteur privé. Ce projet fait partie du vaste programme que le groupe de la Banque mondiale finance pour appuyer le développement de la Côte d'Ivoire avec un portefeuille actuel de près de 6 milliards de dollars et une trentaine de projets et programmes. Pour la ville d'Abidjan en particulier, ce sont environ 600 millions de dollars qui sont consacrés à la mobilité. Depuis le lancement du PMUA en 2020, des progrès notables ont été réalisés avec la construction d'infrastructures BRT en cours et le recrutement des opérateurs en cours de finalisation. L'amélioration de la couverture routière et des infrastructures de transport depuis 2012 a considérablement augmenté l'efficacité des déplacements urbains. Le secteur des mines au Burkina Faso est considéré comme l'un des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. Le pays possède en effet des ressources minières variées, notamment l'or, le zinc, le cuivre, le manganèse, répartis sur l'ensemble du territoire, mais souvent mal exploités. Des pratiques qui entravent la préservation de son patrimoine naturel. La fermeture et la réhabilitation des sites miniers, des enjeux essentiels enseignés aux différents acteurs de ce secteur afin de préserver l'environnement et de mieux gérer les impacts socio-environnementaux. Au regard des enjeux de cette activité, j'engage donc tous les acteurs ici présents à une pleine participation aux travaux qui devraient permettre, à terme, d'examiner les défis actuels liés à la réhabilitation et à la fermeture des sites dans les secteurs miniers, de partager les meilleures pratiques nationales et internationales en matière de réhabilitation et de fermeture minière, de définir les grandes lignes directrices de réhabilitation et de fermeture des sites miniers au Burkina Faso. Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières entend examiner les défis liés à la réhabilitation et à la fermeture des sites miniers, partager les meilleures pratiques nationales et internationales et définir des lignes directrices en vue de lancer ces processus au Burkina Faso. On enregistre déjà le renforcement des contrôles sur les sites miniers et la fermeture de plusieurs activités sur les mines clandestines. Le secteur des mines est l'un des secteurs les plus dynamiques aujourd'hui et depuis 2009, c'est l'un des secteurs qui apporte plus de revenus, de devises au pays. Donc compte tenu de l'importance de ce secteur, il était normal que nous puissions implémenter un suivi-contrôle et également assurer une gestion dans toute sa transparence de l'industrie extractive. Le secteur minier est un véritable moteur économique au Burkina Faso. En 2023, les recettes directes au budget de l'État s'élevaient à 529 milliards de francs CFA, contre 540 milliards de francs CFA en 2022 et 470 milliards de francs CFA en 2021. En 2024, il devrait encore jouer un rôle essentiel dans la croissance économique du pays. Il a choisi de frapper fort. 2 semaines après les manifestations anti-gouvernementales, le président du Kenya, William Ruto, a annoncé dans une allocution télé
le renvoi de la quasi-totalité des ministres ainsi que du procureur général. Le président Ruto a déclaré qu'il formerait un nouveau gouvernement après des consultations. J'ai décidé aujourd'hui, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par les articles 1521 et 1525b de la Constitution et par les articles 113 et 12 de la loi sur le bureau du procureur général, de licencier avec effet immédiat tous les secrétaires de cabinet et le procureur général de la République du Kenya, à l'exception du premier secrétaire de cabinet et du secrétaire de cabinet pour les affaires étrangères et les affaires de la diaspora, et bien sûr, le bureau du vice-président n'est en aucune façon affecté. Cette décision intervient après 3 semaines de violentes manifestations au Kenya suite à l'adoption d'un projet de loi de finances augmentant les impôts. Selon les ONG, 39 personnes sont mortes depuis la première manifestation qui a eu lieu le 18 juin. La ville sud-africaine du Cap et ses environs sont frappées par des tempêtes dévastatrices depuis une semaine. Des vents violents et des pluies torrentielles ont arraché des toits, causé des inondations généralisées et laissé des millions de personnes sans abri. J'ai vu un vent sauvage alors qu'ici nous avons l'habitude d'avoir du vent et de la pluie, mais c'était quelque chose d'inhabituel. Il y a eu comme un éclair qui a frappé en même temps, c'était tout sauf normal. C'était peut-être une mini-tornade ou autre chose. Selon les autorités, plus de 4500 personnes ont été déplacées et 15 000 structures endommagées. Notons que les quartiers pauvres où les habitations sont précaires ont été particulièrement affectés. Je vis cette situation tous les hivers. Malheureusement, nous allons n'importe où pour chercher de l'aide, mais il n'y en a pas. Donc je reste comme ça. Maintenant, j'ai un bébé d'1 an et 2 mois. Habituellement, je reste avec elle, mais j'ai dû l'envoyer chez sa grand-mère, car elle ne peut pas rester ici. Nous avons pris la décision de commencer par les quartiers informels de catégorie C. Il s'agit d'établissements informels qui se trouvent dans une zone dangereuse. Il y en a plus de 800. Nous devons trouver des terrains pour les reloger. Alors que les fronts froids continuent de frapper sur le Cap, les autorités envisagent des mesures d'urgence pour éviter de nouvelles catastrophes. Conformément à la législation, le gouvernement mené par le Premier ministre Christian Tsaï a démissionné en Conseil de ministres. La démission de l'exécutif malgache est intervenue 15 jours après la proclamation des élections législatives remportées par le parti au pouvoir avec 84 sièges sur 163 que compte l'Assemblée nationale. Le retrait du Premier ministre et de l'équipe gouvernementale a été accepté par le président Andry Rajoelina. Après consultation du Premier ministre et des membres du gouvernement, dans le respect des normes démocratiques, j'approuve la démission de l'exécutif. Le président Andry Rajoelina dispose d'un délai de 7 jours pour désigner un nouvel exécutif. Selon des observateurs, si la reconduction de Christian Tsaï en fonction depuis 2018 est possible, le président Rajoelina envisagerait une recomposition de l'équipe gouvernementale. Cette probabilité a été évoquée lors d'un déplacement dans la ville côtière de Tamatave le 16 juin 2024. Cela fait 6 mois que le mandat a commencé. Nous allons maintenant accélérer à fond. Seuls ceux qui accomplissent leurs tâches poursuivront le voyage avec moi. Nous mettrons en œuvre toutes les actions nécessaires pour réaliser et concrétiser nos projets afin d'atteindre rapidement nos objectifs de développement. À Madagascar, la loi prévoit que 3 candidats soient proposés au chef de l'État par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale qui sélectionne parmi eux le Premier ministre. La liste des noms des ministres proposés sera soumise au chef d'État par le nouveau Premier ministre préalablement à la formation d'un gouvernement. La directrice de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a déclaré mercredi qu'elle avait reçu des milliards de nouveaux fonds et diversifié sa base de donateurs. Sous la direction de Madame Pope, l'OIM a lancé son tout premier appel mondial en janvier
cherchant à obtenir près de 8 milliards de dollars afin de financer des programmes qui préparent les flux migratoires à l'avance. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas dans une situation financière catastrophique. Nous nous débrouillons mieux que jamais lorsqu'il s'agit d'apporter des ressources financières pour accomplir le travail que nous faisons. Nous sommes donc en position de force. Le deuxième élément est que le secteur privé bénéficie en fait d'une bonne gestion des migrations. C'est ce que j'entends partout dans le monde. Amy Pope, ancienne conseillère en matière de migration du président américain Joe Biden, qui a obtenu son soutien lors de sa campagne victorieuse pour diriger l'OIM l'année dernière, affirme qu'elle ne travaille pas pour le compte d'un gouvernement et qu'elle s'efforce d'aborder toutes les complexités de la migration. Se concentrer sur un seul élément du problème, se concentrer uniquement sur la frontière, signifie que l'on n'aborde pas tous les autres éléments qui poussent les gens à se déplacer. C'est pourquoi je résiste à toute idée de réduire la question des migrations à la seule gestion des frontières, car je pense qu'il s'agit d'une énorme erreur stratégique de la part des gouvernements qui s'inscrit dans certaines des politiques auxquelles nous assistons et qui a des conséquences très négatives. La nouvelle directrice de l'OIM a évoqué à plusieurs reprises les avantages de la migration, notamment la main-d'œuvre que les migrants apportent au pays d'accueil et l'argent qu'ils envoient chez eux, à une époque où les mouvements politiques de droite dans certains pays occidentaux ont critiqué les nouveaux arrivants.